quelque chose de profond est en train de changer. Ce n'est pas simplement une tendance géopolitique, c'est le début d'un réagencement global, irréversible. Et tandis que la majorité des regards se portent sur des conflits spécifiques, les véritables plaques tectoniques du pouvoir se déplacent dans une toute autre direction. La Chine et la Russie ont de nombreuses raisons de penser que le nouvel ordre économique mondial leur est favorable. Et elles n'ont pas tort. Le cycle de domination des États-Unis arrive à son terme. Ce qui fut autrefois une puissance économique sans égale s'accroche désormais désespérément à sa dernière ressource, la force militaire. Son hégémonie financière n'inspire plus le respect. Ils ont tenté d'étrangler la Russie par des sanctions économiques après l'invasion de l'Ukraine, mais le résultat n'a fait que révéler le déclin de leur influence. L'économie russe a tenu bon et une grande partie du monde a refusé de suivre leur ligne. Sur le plan diplomatique, le tableau est encore plus sombre pour Washington. Son influence politique s'est réduite à un cercle restreint d'alliés inconditionnels, avec Israël comme l'un des derniers soutiens solides. Le reste de la planète est en plein processus de redéfinition de ses alliances. Un exemple révélateur est celui de la Corée du Sud. Les médias en parlent peu, mais ce qui s'y passe constitue une faille profonde dans la structure du pouvoir américain. Les États-Unis ont exercé une forte pression sur Séoul pour qu'elle envoie d'énormes quantités d'obus d'artillerie de 155 mm à l'Ukraine. Les Sud-Coréens disposent des moyens de production et de vastes stocks accumulés. Mais le Parlement, dominé par une majorité de gauche, s'y est fermement opposé. La réaction du président sud-coréen a été désespérée. Il a tenté une manœuvre autoritaire en voulant dissoudre le Parlement sous prétexte de sécurité nationale et instaurer une sorte de gouvernement d'exception aligné sur les intérêts de Washington. Mais cette tentative s'est soldée par un échec total. Non seulement il n'a pas atteint son objectif, mais il est désormais menacé de destitution imminente. Et le Parlement est toujours en place. Cet épisode marque une défaite symbolique et stratégique pour les États-Unis, dans un pays qui figure parmi les plus grandes économies du monde. Et les conséquences ne se limitent pas à l'Asie de l'Est. Les équilibres entre la Corée du Sud, le Japon, la Chine et les Philippines commencent déjà à se modifier. Tout indique que nous sommes à l'aube d'un nouveau bloc de puissance. La Chine et la Russie s'apprêtent à franchir une étape décisive, transformer les BRICS en une alliance non seulement économique, mais aussi militaire. Et elles le feront parce que les États-Unis ont montré que leur seul levier restant est leur supériorité militaire. Mais même cette puissance militaire commence à montrer des fissures, des guerres interminables, des divisions internes, et l'épuisement de leurs ressources ont réduit leur capacité à intimider comme auparavant. Il ne serait pas surprenant que, lors d'un second mandat de Trump, l'accent soit mis non pas sur l'expansion, mais sur le ralentissement de l'effondrement de l'influence globale des États-Unis. Comme pour tout empire en déclin, la désintégration ne survient pas soudainement. Elle commence par les maillons les plus faibles. Lénine l'avait expliqué en analysant pourquoi la révolution avait éclaté d'abord en Russie. C'était le maillon le plus faible de la chaîne, avec un secteur moderne reposant sur une base agricole arriérée et effondrée. Aujourd'hui, on pourrait dire la même chose de la Syrie. Sous le contrôle d'Assad, Damas n'était qu'une bulle d'autorité illusoire. Dans des villes clés comme Alep ou Homs, le pouvoir de l'État était quasiment inexistant. Et la Corée du Sud, malgré sa puissance économique, est un autre maillon vacillant. Elle ne peut plus supporter les contradictions internes qu'engendre sa soumission aux intérêts de Washington. Tout comme la Syrie, elle pourrait devenir un point critique dans l'effondrement impérial. Mais le plus inquiétant reste à venir. La véritable surprise, l'effondrement le plus frappant, pourrait bien provenir du cœur même de l'Occident, l'Europe. Les pays européens sont piégés dans une impasse. Ils se sont engagés profondément dans la guerre en Ukraine, mettant en péril leur stabilité économique et politique. Et pourtant, l'issue sera une défaite. L'Ukraine ne pourra pas résister indéfiniment. Les États-Unis ne la soutiendront pas éternellement. Et l'Europe en paiera le prix fort. Pour rien. Cela provoquera une vague de pression sociale venue d'en bas.
Une déstabilisation politique qui pourrait faire tomber des gouvernements entiers. Remplacer des dirigeants comme Scholz par des figures comme Merz n'apportera aucune solution. Cela ne fera qu'aggraver les problèmes. Et lorsque nous regarderons en arrière, nous réaliserons peut-être que ce qui semblait être l'affaiblissement de quelques alliés lointains n'était en réalité que le prélude à une secousse mondiale bien plus profonde qui ne tardera pas à se produire. La Chine a cessé d'agir avec prudence en ce qui concerne sa puissance militaire. Ces dernières années, son essor en matière de capacité de défense a été fulgurant, largement supérieur à celui qu'elle affichait lorsqu'elle commençait à se positionner comme puissance mondiale. Son objectif, au-delà de toute ambition expansionniste, est clair: maintenir les États-Unis aussi loin que possible de ses frontières, en particulier dans des zones sensibles comme Taïwan ou la mer de Chine méridionale. Et si l'on met de côté la guerre nucléaire en raison de sa nature suicidaire, l'équilibre mondial des forces devient évident. Les pays du G7 ne représentent qu'un dixième de la population mondiale, tandis que le bloc des BRICS en regroupe plus de 60%. Qui gagnerait une guerre conventionnelle fondée sur le nombre, les ressources et la résistance à long terme? C'est une question troublante, et la réponse ne joue pas en faveur du monde occidental. Si les États-Unis choisissent de s'opposer à la majorité démographique de la planète, ils pourront certes remporter des batailles, mais pas la guerre de la légitimité ni celle de la sympathie mondiale. Ils pourront détruire des infrastructures, mais il restera une immense population qui les percevra comme l'ennemi commun. Au Moyen-Orient, la situation n'est pas moins préoccupante. La stratégie israélienne de contrôle total sème les graines de générations entières de ressentiment. Des familles entières ont été détruites et ceux qui survivent grandiront avec une mémoire indélébile. Cela vaut-il la peine d'alimenter un conflit sans fin alors que le prix à payer sera une haine persistante pendant des décennies, voire des siècles? Les tensions ne sont pas exclusives au Sud global. Le déséquilibre commence aussi à se faire sentir dans les pays occidentaux. La popularité de figures comme Donald Trump ne sort pas de nulle part. Son discours, bien que polémique, est en partie une réponse instinctive à une vérité dérangeante. Le modèle que les États-Unis ont suivi en matière de politique étrangère et militaire ne fonctionne plus. Lorsqu'il accuse les démocrates d'être le parti des guerres sans fin, il touche une corde sensible que beaucoup ressentent sans savoir comment l'exprimer. L'impression que l'Occident a perdu sa direction. Les opérations clandestines, les manœuvres dans l'ombre, ne sont plus l'apanage exclusif du bloc occidental. La Russie et la Chine jouent désormais elles aussi sur ce terrain avec une habileté croissante. Et comme ces tactiques se déploient en dehors des projecteurs médiatiques, il est beaucoup plus difficile de les contrer. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale, où le pouvoir s'imposait à coups de fusil et de drapeaux. Aujourd'hui, ce sont les chiffres qui comptent, et le déséquilibre démographique commence à faire pencher la balance. L'Occident continue d'agir comme s'il contrôlait le monde, mais cette époque touche à sa fin. Le plus alarmant, c'est que de nombreux dirigeants ne le perçoivent pas. Ils veulent préserver l'illusion, mais la structure se fissure déjà. La Syrie en est un bon exemple. Ce qui fut autrefois un bastion régional est devenu un épicentre du chaos. Et son effondrement ne touche pas seulement l'Est. Il représente aussi une crise pour les stratégies occidentales, qui n'ont pas su en gérer les conséquences. La configuration diverse et complexe du bloc des BRICS peut paraître désordonnée, mais cette diversité même est le signe d'une force émergente. Des pays aux trajectoires et cultures très différentes s'alignent, car ils voient en la Russie et la Chine un contrepoids au pouvoir occidental. Même la guerre en Ukraine, qui visait initialement à affaiblir Moscou, a eu un effet inverse. Elle a soudé les puissances non occidentales et renforcé leur coopération en un temps record. Les États-Unis se trouvent piégés. Ils ne peuvent se retirer sans reconnaître une défaite stratégique. Mais chaque jour où le conflit se prolonge renforce la perception que leur pouvoir n'est plus déterminant. Le prestige militaire russe, loin d'être anéanti, a surpris de nombreux observateurs par sa résilience et sa capacité d'adaptation. Pendant ce temps, l'OTAN montre également des signes d'usure.
En Europe, le mécontentement s'intensifie. En France, en Allemagne et dans d'autres pays, les citoyens perdent confiance en leurs dirigeants. Les manifestations de masse, comme celle des Gilets jaunes, n'ont pas été des anomalies. Elles annoncent une fracture plus profonde. Emmanuel Macron a perdu une grande part de son autorité politique. Il en va de même pour Olaf Scholz, et au Royaume-Uni, la situation est carrément chaotique. Tous ces gouvernements sont en train de régler leurs comptes avec leur classe populaire, ce qui ne fait qu'aggraver leur crise interne. L'Allemagne fait face à des grèves significatives. L'entreprise Volkswagen, fleuron industriel du pays, a proposé une baisse de 10% des salaires, provoquant une révolte des travailleurs. Si Védoivé tombe, c'est toute l'économie allemande qui en souffrira. Il ne s'agit pas de symptômes isolés. Ce sont les signes d'une érosion systémique du modèle occidental. Même en France, le gouvernement est récemment tombé à cause d'un budget imposant, des coupes dans les services publics. L'Occident ne fait pas seulement face à des défis extérieurs, il souffre de fractures internes qu'il ne peut plus ignorer. En observant le panorama international, il n'est pas difficile de voir où tout cela mène. L'histoire nous enseigne que les empires, avant de tomber, ne sont pas conquis de l'extérieur, ils se désagrègent de l'intérieur. Il est important de se rappeler que l'effondrement de l'Union soviétique en 1989 n'a pas été uniquement le résultat d'actions extérieures. Bien que les États-Unis aient joué un rôle indirect à travers leur pression diplomatique et militaire, la véritable cause de la chute résidait à l'intérieur. Une accumulation de tensions sociales, économiques et politiques que le système n'a pas su gérer. Cette leçon historique est essentielle aujourd'hui, à un moment où de nombreux pays, et les États-Unis en particulier, traversent des fissures qui proviennent de l'intérieur. Un événement récent, survenu à New York, illustre parfaitement ce point. Un jeune homme a été arrêté après avoir tenté de tuer le PDG d'une grande compagnie d'assurance santé. Dans d'autres circonstances, cet acte aurait été présenté comme un crime de plus dans le récit médiatique habituel. On pleure la victime, on envoie des condoléances et le cycle de l'information continue. Mais cette fois, la réaction du public a été tout à fait différente. Des millions de messages sur les réseaux sociaux ne se sont pas concentrés sur la victime, ni sur l'acte criminel, mais sur le contexte qui l'a motivé. Les balles, sur lesquelles étaient engravés des mots comme « retardé » et « refusé », pointaient symboliquement vers un système que beaucoup considèrent responsable d'un immense mal-être. Les commentaires ne justifiaient pas la violence, mais ils révélaient un niveau d'empathie troublant envers l'agresseur, considéré non pas comme un déséquilibré isolé, mais comme l'expression d'une colère collective. Ce que le peuple américain dit à haute voix, c'est qu'il se sent floué. Les compagnies d'assurance perçoivent des primes exorbitantes, mais au moment crucial, elles refusent ou retardent la couverture des soins médicaux. C'est une indignation profonde, accumulée pendant des années. J'ai suffisamment étudié les mouvements insurrectionnels et les processus de transformation sociale pour reconnaître un signal. Lorsque la sympathie collective se tourne vers celui qui défie l'ordre établi et non vers ceux qui en sont les représentants, c'est que le système entre en phase de désintégration. Si j'étais aux commandes des États-Unis, cela m'inquiéterait bien plus que n'importe quel conflit géopolitique. Rien n'est plus déstabilisant qu'une société qui a perdu foi en ses institutions. Le système de santé américain a été absorbé par une structure corporatiste que l'on pourrait appeler le complexe médico-industriel. Conglomérats pharmaceutiques, hôpitaux, assureurs et réseaux de spécialistes, tous capables d'imposer des prix sans véritable contrôle. Aucun autre pays au monde ne consacre une part aussi élevée de son PIB aux soins médicaux que les États-Unis, non pas parce que les services sont supérieurs, mais parce que les coûts sont artificiellement gonflés par des acteurs qui savent qu'ils peuvent agir en toute impunité. La réaction de ce jeune homme, diplômé d'une université d'élite et issu d'une famille aisée, ne correspond pas aux stéréotypes du marginal. Au contraire, il incarne une génération éduquée qui ne croit plus au récit officiel. Et son geste, bien que condamnable, a été interprété par beaucoup comme le symptôme de quelque chose de plus vaste. L'élan de soutien implicite qu'il a reçu montre que quelque chose se fissure de l'intérieur.
Pendant ce temps, les dirigeants de ces secteurs continuent leur route comme si de rien n'était. Il n'y a aucun signe de remise en question, ni du côté politique, ni du côté économique. Il en va de même pour d'autres secteurs clés du pays. Ils se comportent comme si l'avenir était garanti, alors même que le train fonce, aveuglément, vers un mur de pierre. Autrefois, on considérait qu'un système économique devait être jugé selon sa capacité à fournir à la population des biens de première nécessité: nourriture, logement, vêtements, éducation, soins de santé. Aujourd'hui, même ces fondations sont en crise. En parallèle à la crise sanitaire, la crise du logement s'est aggravée. Les loyers explosent et les salaires ne suivent pas. La règle d'or selon laquelle on ne devait pas consacrer plus de 25% de ses revenus au logement est aujourd'hui hors d'atteinte pour la majorité. Une situation qui, autrefois, aurait été considérée comme abusive est désormais devenue la norme. On pourrait penser que ces problèmes peuvent être traités individuellement, comme des pièces détachées. Mais les médias de masse, souvent alignés sur les grands intérêts, préfèrent maquiller la réalité. C'est comme vouloir contenir une avalanche avec une bâche. On peut ralentir le récit, mais on ne peut pas supprimer une expérience vécue collectivement. Et tandis que cette crise intérieure se déploie, les États-Unis doivent aussi faire face à la tension croissante de ne pas pouvoir offrir à leur population le niveau de vie qui leur a été promis pendant des décennies. Contrairement à d'autres pays marqués historiquement par la pénurie, les Américains ont comme point de référence les décennies d'or du 20e siècle, quand la classe moyenne était forte et que le bien-être semblait garanti. La perte de ce statut n'est pas seulement économique, elle est aussi émotionnelle et symbolique. Et cette frustration accumulée est un carburant puissant. Nous faisons face à une société qui commence à montrer des signes visibles de désintégration. Je reçois des courriels d'amis européens qui me disent qu'ils ne veulent assez plus venir aux États-Unis en tant que touristes. Non par préjugés, mais par peur, celle d'être victime de la violence aléatoire qui semble s'intensifier de jour en jour. C'est vrai qu'ils exagèrent et je le leur dis, mais leur angoisse traduit quelque chose de plus profond. Ils perçoivent qu'un basculement est en cours et qu'il va s'aggraver. Rien n'indique que la situation va s'améliorer. En fait, la mentalité de M. Trump et des personnes qu'il place au pouvoir montre clairement qu'il compte aller encore plus loin dans cette direction. Moins d'État, moins de soutien social. Cela enrichira certes les plus riches, mais ce n'est pas une solution aux problèmes réels du pays. Bien au contraire, cela les aggrave.